Et on est de retour et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Romain Petitjean, directeur de la coordination de l'Institut Iliade. Bonjour. Bonjour. On va commencer tout de suite par regarder un clip de l'Iliade qui est très beau et très musical. Quel programme? Quel programme l'Institut Iliade organise comme tous les ans son grand colloque le 11 avril à Paris. Mais qu'est-ce que c'est que l'Institut Iliade? Alors, l'Institut Iliade, c'est un think tank, on peut dire, qui fait de la formation, de l'édition et qui s'est donné pour objectif de transmettre ce trésor qu'est la civilisation européenne. Donc tout cet héritage culturel, civilisationnel. Nous souhaitons le transmettre à travers nos formations, l'édition de livres qui sont traduits maintenant dans 7 langues. On aura d'ailleurs beaucoup d'Européens qui seront là au colloque grâce au travail de notre pôle études, etc. En fait, l'idée, c'est que face à la cancel culture, l'effacement de notre histoire, face au grand remplacement, face au rouleau compresseur de la marchandise, il faut se ressourcer à ce que nous sommes, à notre génie propre. Et c'est voilà, prendre de l'énergie, prendre des cartouches pour se projeter dans l'avenir. C'est le pari que fait l'Iliade et on avance. Alors, c'est pas toujours très spectaculaire, c'est pas comme une élection où du jour au lendemain on voit un résultat. Là, c'est ce qui est marqué d'ailleurs dans le clip, c'est une bataille culturelle, c'est dans le champ métapolitique, on essaye de gagner peu à peu des positions dans les représentations, dans le langage, dans les idées qui sont débattues. Donc ça fait une dizaine d'années qu'il y a ce colloque de l'Iliade. C'est le 13e colloque. 13e, oui. j'étais là au premier. Bravo. J'étais là au tout premier il y a 13 ans. L'Institut Iliade s'est construit et s'est créé après la mort de Dominique Vénère dans un but de continuer son héritage. C'est ça, lui il a fait un geste spectaculaire de protestation, il ne supportait pas de voir un certain délitement, et il a fait un geste de vieux romain pour réveiller les consciences, et donc il y a un certain nombre d'amis, de camarades autour de lui qui ont récupéré ce message et ont créé l'Institut Iliade, cette structure. Tous les ans, il y a un thème. Le thème cette année, c'est quoi? C'est les libertés, au pluriel. C'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup. On rentre un petit peu en rupture avec la façon dont le thème peut être traité. De manière générale, la liberté étant mise en avant comme une sorte de vertu, de valeur qui surplomberait tout le monde, qu'on pourrait convoquer comme ça indéfiniment. Ça vient d'ailleurs en grande partie de la rupture qu'il y a eu à la Révolution française, avec l'idée que la liberté, ça serait uniquement une émancipation individuelle. Ce qui est faux, en fait, les libertés sont forcément attachées à des choses concrètes. Et le fait de détacher les libertés des peuples auxquels elles sont attachées, de la terre, des corporations de métiers, que sais-je, vous en faites un principe abstrait. Et de ce principe abstrait naît paradoxalement une société de surveillance et de contrôle. C'est ce que montre parfaitement Guillaume Travers dans un livre que j'invite tous les auditeurs de Frontières à lire. C'est un peu cette mécanique qu'on va montrer. Si nous voulons concrètement retrouver nos libertés, il faut refaire du politique, il faut refaire un peuple, il faut les réattacher à des choses concrètes plutôt que d'avoir une espèce de vertu qui volerait comme ça dans l'éther des idées. Est-ce qu'on peut encore penser la liberté en France et en Europe alors qu'on est rentré dans une ère de censure, d'une volonté de faire taire toute opposition? Est-ce que même l'idée de liberté est encore quelque chose de possible dans notre continent, dans le vieux continent? Alors oui, parmi les libertés qu'on a aujourd'hui, il y a quand même une forme de liberté de parole. Ceci dit, si on fait un petit scan des libertés concrètes, on voit qu'il y a tout un arsenal juridique, notamment en France depuis la loi Pleven de 72,
qui contraint, qui cadre totalement cette liberté de parole. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer, il y a des faits historiques qu'on n'a pas le droit de mettre sur la table, etc., etc. Et ça, c'est en contradiction avec une longue tradition de la civilisation européenne, celle de la parésia, la faculté de tout dire, celle du disputatio, de la controverse, du débat public. Voilà. Tous les élèves de France et d'Europe connaissent ces discussions qu'il y avait dans les agoras, dans les forums romains. Et notre civilisation est née là, est née de la libre confrontation des idées. Aujourd'hui, si on prend la plupart des sujets, très vite, il va y avoir un oukase, il va y avoir une barrière morale ou juridique qui empêche la libre discussion. Donc, on est plus, je dirais, dans une forme de théâtre que de réelles possibilités d'exprimer ses idées. On est aujourd'hui dans une censure qui a pour but d'imposer le vivre ensemble, de lutter contre les haines, entre guillemets, et qui impose la déconstruction. Mais ils veulent déconstruire, mais ils ne veulent rien construire. Ils veulent rien construire. En fait, à cette idée de la liberté à tout prix, nous opposons le code d'honneur et la communauté et les communautés politiques. On ne peut contrer ce monde un peu absurde, un peu vide, que en refaisant du politique, en refaisant des peuples, en refaisant des communautés. Là, les libertés concrètes s'exprimeront clairement. L'Institut Eliade défend la mémoire longue de l'Europe, l'héritage gréco-romain, chrétien et l'identité des peuples face aux grands emplacements culturels aussi bien qu'immigrationnels. Qu'est-ce que ce colloque apporte? Alors, ce colloque apporte beaucoup de choses, puisque vous avez à la fois la possibilité de manier les idées, donc de se confronter aux concepts intellectuels, et ça vous donne des armes quand vous repartez au travail, à l'université, dans votre métier, pour le conflit. Le polémos, c'est la source de toute vie. On est toujours en conflit, qu'il soit physique ou intellectuel, et donc il faut s'armer dans le monde. Donc on prend des cartouches intellectuelles, et le colloque de l'Iliade a une autre faculté que moi je trouve admirable, et la plupart des gens reviennent pour ça, c'est qu'en fait on se retrouve avec 1500 personnes qui se tiennent droit, debout. En fait, il y a vraiment que des gens qui refusent de mettre genoux en terre, qui refusent de baisser les yeux comme on nous demande à longueur de temps, on nous demande de nous excuser. Il n'y a que des gens droits, debout. C'est un endroit où on rencontre des bonnes personnes. Si vous êtes intéressé par la chose politique, que vous avez une sensibilité identitaire, que vous militez d'une façon ou d'une autre dans le champ politique ou métapolitique, vous allez forcément retrouver des bonnes personnes, des amis, des camarades. Et donc en fait, c'est un peu ce moment, c'est un peu une rampe de lancement de l'année. Le colloque de l'Iliade, c'est aussi des stands et des stands d'associations, beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a comme type d'association et qu'est-ce qu'il représente pour le colloque de l'Iliade? Écoutez, c'est un peu la place du village, tout simplement. C'est là où on va pouvoir faire des emplettes et l'argent va circuler utilement. Aujourd'hui, si on fait le lien avec les libertés, une des seules libertés qu'on a, c'est celle de consommer. On a le droit d'acheter une chinoiserie en plastoc nul sur Temu qui soit livrée 24 heures après. Ça, c'est un droit extrêmement protégé. Et d'ailleurs, les gens, malheureusement, se sentent puissants par cette petite liberté qu'on leur laisse. Tout le reste, ils ont baissé les bras. Et là aussi, on voit qu'on a la liberté d'orienter ses dépenses. Et donc, en achetant des beaux tirages d'art, des beaux objets, en donnant à des associations qui œuvrent au bien commun, en orientant bien ses dépenses, c'est une forme de liberté, parce que la liberté s'attache toujours à la souveraineté. Qu'est-ce que je fais de ma liberté? C'est pas quelque chose qui vole dans les terres des idées, et si c'est juste pour satisfaire des petits besoins personnels sans penser à la communauté élargie à laquelle j'appartiens, ça n'a pas de sens. Dans ce colloque, il y a beaucoup de... c'est un colloque, donc il y a beaucoup d'interventions, de gens qui vont venir parler. Qui vient et parler de quoi? Alors, il y a tout un... Donc, on Je vous demande travaille... pas le programme complet, hein, Non, bien non, sûr, mais là, maintenant, la plupart des intervenants sont dévoilés. Il y a Laurent Oberton qui va nous faire une intervention que j'attends avec beaucoup d'impatience, justement, sur une sorte de comparaison des mentalités avec la mentalité médiévale. Alors certes,
tout n'était pas mieux avant, mais on a pu obtenir de nouvelles libertés, des fois un petit peu futiles, des fois tout à fait vraies, mais on en a perdu d'autres. Je vais vous donner un exemple. Il y a une liberté du Moyen-Âge qui est simple, c'est celle tout simplement d'avoir le droit et la liberté de se défendre et de défendre son foyer. Aujourd'hui, si mon foyer ou ma femme est attaqué, je vais avoir des tribunaux, je vais avoir tout un tribunal médiatique ou juridique qui va m'empêcher d'exercer cette liberté. Enfin, quand on y pense, quand on la met sur la table, c'est une folie. Donc il y a des libertés qui disparaissent. Pourquoi? Parce qu'il y a une mentalité qui a disparu. La mentalité de l'homme d'honneur empêcherait cette aberration. Et donc on voit bien que les libertés, la liberté sont toujours attachées à un type d'homme, à un type de liberté. On a évidemment Jean-Luc Coronel de Boissezon qui va justement parler de cette liberté de parole au cours de l'histoire. Alice Cordier qui va nous rappeler l'importance de la liberté pour les femmes dans la civilisation européenne. C'est une forme de thermomètre, cette liberté pour les femmes. Alors ça n'a pas toujours été rose. On ne peut pas dire qu'en Europe, c'est le pays, enfin la civilisation où il y a une liberté absolue pour les femmes. Il y a par contre toujours eu le souci que les libertés pour les femmes, qui représentent quand même la moitié de l'humanité, soient pris en compte. Et donc c'est un très bon baromètre. Évidemment, Jean-Yves Le Gallou, qui est cofondateur d'Institut Iliade, lui, il est allé un petit peu plus loin. Il va politiser cette interrogation qu'on a sur les libertés pour parler de l'anarcho-tyrannie. Comment on se retrouve dans un système où le pouvoir est faible avec les forts et fort avec les faibles. Il refuse de laisser des libertés basiques au peuple, il lui sucre et il en donne à des gens qui sont soit des ennemis de la France et de l'Europe. Enfin voilà, on est dans un système d'anarcho-tyrannie. Il va nous rappeler un petit peu les mécanismes. Et voilà, il y a Thibaut Mercier, le fondateur du Cercle Droit et Liberté, qui va lui taper dans le dur, hein, tout simplement, en parlant... Qui avait écrit un livre d'ailleurs chez l'Iliade, Athéna à la borne, discriminer ou disparaître. Voilà, c'est-à-dire que notre ami Thibaut Mercier du Cercle Droit et Liberté qui vient souvent chez Frontières. La liberté, c'est aussi celle de discriminer, qui n'est pas un gros mot, c'est celle de fixer la borne, de fixer le cadre d'exercice de la liberté. Je reviens à mon propos de départ, la liberté, elle n'est pas absolue. On ne va pas faire un plaidoyer libertarien pour une espèce de liberté absolue. Elle doit être cadrée, elle doit se mettre au service d'un territoire, d'un peuple. Le gros problème aujourd'hui, c'est le problème de l'anarcho-tyrannie, c'est que la liberté est mise contre nos intérêts. Enfin, on est dans un espèce de délire. Et donc, il va rappeler toute la série de lois votées par les Français, votées par les représentants, par l'État français, les muselières juridiques, morales et médiatiques qu'on s'est nous-mêmes imposées. Donc il y a une forme de carcan dont il faut se libérer. Et ce colloque et l'intervention de Maître Mercier, je pense, va nous aider à bien prendre conscience des verrous à faire sauter. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à passer de la parole à l'action pour reconquérir leur liberté confisquée par l'idéologie dominante? Alors les Français, c'est un peuple profondément politique, je pense, qui a la passion de la politique. Aujourd'hui, malheureusement, c'est juste la course des petits chevaux au moment des élections. Or, le politique, ce n'est pas que l'électoralisme, c'est justement dans tous les champs que sont l'éducation des enfants, le fait de se nourrir, le fait d'assurer sa sécurité, le fait de gérer bien sa ville et son environnement. Le politique se déploie partout. Et donc aujourd'hui, on est un peu dans une impasse parce que on nous fait croire que simplement voter une fois tous les 5 ans pour un président nous permet de faire de la politique. Ce n'est pas le cas. Le colloque est sous-titré « Pensée, parole, action », qui est l'univers mental des Européens. Et effectivement, il faut d'abord penser la façon dont on veut envisager le monde, dont on veut se projeter le monde, le destin qu'on veut lui donner. Il faut l'édicter, c'est des choses qu'on va faire au colloque à travers nos livres, à travers le cahier du pôle études qui approfondit cette thématique ou les interventions à la tribune. Et ensuite, il faut passer à l'action. Le peuple français, évidemment, on appelle à ce qu'il passe à l'action. Je pense que ça passera par des minorités agissantes, éclairées, qui ont le souci du politique. C'est les 1500 personnes qui viennent au colloque qui ont ce souci-là. Ensuite, qui peuvent être
ce que Gramsci appelait les intellectuels organiques, c'est-à-dire qui sont dans la société et qui, quand les Français ont des inquiétudes ou des espoirs, parce que ces gens-là sont éclairés, sont des intellectuels organiques, ils peuvent orienter les aspirations des Français dans le bon sens. Aujourd'hui, on manque d'intellectuels organiques. Le colloque de l'Iliade, tous les ans, ça fait un petit peu polémique auprès des élites macronistes et gauchistes. Ils essayent parfois même de le faire interdire. Pourquoi est-ce qu'ils ont si peur d'un colloque où on vient pour réfléchir? Écoutez, c'est une bonne question. Je pense que éliminer d'une certaine façon les personnes qui peuvent être un peu caricaturales dans leur opposition est quelque chose qui est facile pour les macronistes parce qu'ils ont plein de techniques en fait pour se faire passer pour des gens de raison. Alors qu'il n'y a pas plus déraisonnable que le camp de la Macronie, qui a des fois quasiment des attitudes sectaires, bourrées de moraline, qui sont très loin de la raison. Donc ils ont tout plein de techniques pour mettre de côté ceux qui prêtent le flanc finalement à la caricature. L'Institut Iliade tente tout pour ne pas prêter ce flanc-là, donc ça les énerve énormément, puisqu'en fait, tout simplement, on a un débat sur le fond, et il faudrait qu'ils viennent discuter avec nous sur le fond, et là, on verra leur vacuité, tout simplement, on verra le vide sur lequel ils sont assis. Regardez Macron, c'est en même temps, quelle est la colonne vertébrale idéologique, en dehors celle de se maintenir au pouvoir en envoyant des petites décharges électriques au peuple français de temps en temps pour le réveiller, en ménageant la chèvre et le chou continuellement. On sent quand même une forme de fébrilité, et beaucoup de manœuvres en fait politicardes, et pas réellement d'assises théoriques idéologiques qui pourraient dire voilà le destin que je propose à mon peuple. Il le dit jamais ça d'ailleurs. Le souci du peuple est de donner un destin au pays, l'importe peu. Il a une forme de gestion managériale de la population. Je viens de relire Le système a tué les peuples de Guillaume Fay. Il explique très bien qu'on rentre depuis les années 70-80 dans un monde impolitique où on se retrouve à gérer, à manager de façon technique par l'économie et la technique des populations qui ne font plus de politique. Il faut refaire de la politique. L'Institut Iliade, c'est comme un homme, il évolue avec le temps. Je me rappelle au tout début, l'Institut Iliade était plutôt considéré comme anti-chrétien. J'ai l'impression que vous avez beaucoup évolué là-dessus aussi. Je me rappelle du premier discours d'Alain de Benoît à l'Institut Iliade qui avait été un petit peu hué dans la salle où il y avait des attaques franches contre le christianisme. Vous avez changé sur ce point? Pas vraiment, c'est-à-dire que la structure de nos idées est toujours la même, la façon dont elle est reçue peut évoluer, je dirais. Tout est dans nos livres collectifs, notre manifeste, ce que nous sommes pour un réveil européen. Et il y a toujours eu, du point de vue de l'Iliade, où il y a énormément il y a des catholiques dans les cadres, dans les auditeurs, et je pense que vous pouvez les recevoir à Frontières, tout se passe extrêmement bien, de façon sereine, parce que le propos de l'Iliade est, je pense, tout à fait sain et mesuré. Quand nous parlons de civilisation européenne, nous remontons, comme Dominique Vénère, à 30 000 ans de civilisation européenne. Et il y a eu un apport tout à fait conséquent, qui est le christianisme, qui, à travers un syncrétisme, a fait souche en Europe. On remarque d'ailleurs que l'endroit où le christianisme a été le plus magnifié, ce n'est pas le Bénin où il y a des chrétiens, ni le Cambodge où il y a des chrétiens, mais c'est l'Europe. Et nous, en fait, ce qui nous importe à l'Institut Iliade, c'est ce terreau absolument magique que sont les Européens, leur capacité à jardiner le monde, à avoir une vie, une approche mesurée du monde. C'est la civilisation des contraires qui est à la fois capable d'absorber le christianisme et ses références. Et ce vieux terreau païen, ça donne cette magie qu'est l'Europe. Donc ça a toujours été notre propos, et il n'y a jamais eu d'attaque franche ou ad nominem qui serait un peu contre-productive, je pense. Ce colloque s'adresse-t-il seulement aux convaincus ou il est ouvert à tous? Alors il est ouvert à tous, en fait. Il y a une mesure que moi je fais, puisque je le fais depuis 13 ans, je regarde les visages, et en fait, il y a quasiment 50%
de nouveaux visages chaque année. Donc là, j'imagine qu'il y a des auditeurs de Frontières qu'on n'a pas entendu parler. Et donc, il y a un renouvellement des générations. C'est pas non plus évident, puisqu'en fait, on change le thème. Donc, il faut que, pour ceux qui sont des habitués, nous, la porte d'entrée, c'est la chose intellectuelle. Autour de ça, il y a des expositions d'art, il va y avoir un grand bal pour des danses traditionnelles, il y a des expositions, il y a de la musique, il y a des stands, il y a la buvette, évidemment. Mais la chose principale, la matière principale, c'est la matière intellectuelle. Donc, il faut aussi que les gens soient intéressés par le thème de l'année. On peut tout à fait comprendre que les libertés, c'est pas forcément un thème qui peut les intéresser par rapport au travail, etc. Donc, il y a les fidèles qui reviennent et il y a les nouveaux qui généralement restent. C'est pour ça qu'on est passé de 700 personnes à votre premier colloque et aujourd'hui on est quasiment 1500. Si on avait un petit peu plus d'argent et de dons, on pourrait passer à 2000, 2500, mais à chaque fois il faut prendre des nouvelles salles. C'est à la Maison de la Chimie qui a un écrin absolument incroyable, un lieu art déco où en fait on se sent bien quand on y est, on se sent fort parce que voilà, le lieu est beau, les gens sont beaux. Donc il y a un renouvellement et donc tous ceux qui ne connaissent pas, venez voir ce qu'est l'Institut Iliade. Si vous avez entendu des caricatures, venez les rayer d'un coup de plume en discutant avec les cadres de l'Iliade. On est quasiment une centaine de bénévoles qui sont les auditeurs et les cadres de l'Iliade qui sont partout dans la salle pour organiser ça. C'est une organisation au cordeau. Donc c'est le samedi 11 avril à Paris, à la Maison de la Chimie. À partir de quelle heure? À partir de 9h30, l'année dernière, il n'y a pas eu de vente sur place parce que c'était tout complet en pré-vente. Donc j'invite tout le monde à passer par la pré-vente. Ça aide en plus l'organisation. On est comme ça détendu. Et il y a une nouveauté, c'est le grand bal de l'Iliade où là il y a moins de places en vente parce que là, on peut pas faire un bal viennois non plus. Donc là c'est pareil, c'est en pré-vente et là c'est de 20h au bout de la soirée. Donc tout est en pré-vente sur le site institut-iliade.com. Voilà, donc chers amis, si vous êtes à Paris, samedi 11 avril, allez à l'Institut Iliade, vous dites que vous venez de la part de Frontières et ça vous apporte aucun avantage, vous inquiétez pas, faut acheter la prévente sur le site internet du site de l'Iliade. C'est un très bel événement que je conseille à tous nos auditeurs. Romain Petitjean, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Frontières. Je propose de remettre le clip de l'Institut Iliade pour la soirée, enfin pour la journée du colloque du 11 avril. Et chers amis, je vais rendre l'antenne sur ces belles paroles.